Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On va revenir sur ce back-to-back Nets Hornets qu'on vient de conclure par 2 victoires avec beaucoup de choses à dire. Il s'est passé énormément de choses en 48 heures. Pas juste pour nous, hein, parce qu'on a appris quelques heures avant le coup d'envoi du match à Brooklyn que ça a pas mal bougé justement pour eux avec Steve Nash qui était viré. Déjà la veille, ils avaient joué contre Indiana, donc ils étaient en back-to-back. Ils arrivent à Brooklyn, Steve Nash est viré, remplacé par son assistant Jack Vaughn, avec des rumeurs comme quoi ce serait Ime Udoka qui était suspendu par les Celtics toute la saison, qui pourrait prendre la suite prochainement. En plus de ça, il t'annonce que Ben Simmons, qui n'avait pas joué la veille, est également out pour ce match-là aussi, avec une douleur au genou. Donc pas mal de remue-ménage pour eux, mais aussi pour nous, avec des news diverses. On s'attendait à ce que Drummond soit absent, il était effectivement absent, toujours avec son souci d'épaule, avec sa chute contre Philadelphie. Non, pas contre Philadelphie, le match d'avant, justement, il avait loupé Philadelphie. Euh, et Kobe White également absent, avec un petit souci au quadriceps gauche qui lui fait manquer ce back-to-back, mais il annonçait dès mardi qu'il espérait être de retour pour le match de vendredi à Boston, donc on va suivre ça. Mais la bonne nouvelle, c'était le retour de Zach LaVine qu'on n'imaginait pas sur ce match-là, ou du moins qu'on n'imaginait pas sur les 2 matchs du back-to-back. Et au final, il a joué les deux, on va revenir sur ça un peu plus tard. Mais voilà, il était là, et c'est son premier match à l'extérieur de la saison. Peut-être aussi parce que le match était sur TNT, antenne nationale, tout ça. Il s'est dit, bon, allez, je vais jouer ce match-là. Et il a bien fait. Mais sur l'ensemble du match, ça a été une rencontre compliquée. C'était une rencontre compliquée pour nous parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs. Déjà, défensivement, on a été très désorganisé tout le long. Sur jeu placé, on a fait n'importe quoi. Euh, on a un petit peu tout tenté sur Kevin Durant tout au long du match. On lui a mis Patrick Williams en 1 contre 1. Il y a eu des passages en deuxième mi-temps où c'était Ayo qui défendait en 1 contre 1 sur lui. On a vu Derrick Jones Jr. aussi s'y coller à un moment. Mais souvent, on a fait des prises à 2, voire 3 aussi. Et le truc, c'est que KD, il a souvent réussi à battre ses prises à 2 ou à 3 en ressortant la balle. Et souvent, ce qu'on faisait, c'est que donc on courait pour essayer de faire le close-out sur le gars qui avait récupéré la balle. Sauf qu'il a suffi d'une feinte, hop, notre gars il décollait, et après, boulevard pour aller au cercle. Parce que bah voilà, ton défenseur il est parti en tribune voir ce qui se passait. Et on a pris un nombre de points à l'intérieur sur ce match-là, c'est fou. Parce qu'à chaque fois, on focalise notre attention sur KD, mais dès qu'il arrivait à passer la balle, on était en infériorité numérique, on se faisait ramasser. Et en plus, lui, il t'a mis des shoots sur la tronche de tout le monde. Voilà, il était déjà à 20 points à la mi-temps, il a enchaîné les lancers francs, il a provoqué beaucoup de fautes, donc il a été très actif. Et on avait beau faire ce qu'on voulait, lui aussi il faisait ce qu'il voulait, donc du coup c'était très compliqué. Mais il y a eu aussi des fois où on était absolument pas bien placé défensivement. Il y a des actions, je me rappelle, je crois, il y a 45-45, Brooklyn récupère la balle, remonte le parquet et je crois que c'est Joe Harris qui se retrouve totalement tout seul à 3 points. Personne à 5 mètres de lui, personne qui est venu, je sais pas, manque de communication ou quoi. Il n'y en a aucun qui a dit je prends Joe Harris, je vais sur lui. Ils étaient deux sur un autre type. Il y a eu plusieurs fois comme ça où il y a un manque de communication et tu avais 2 joueurs, genre Green et Caruso, qui se retrouvaient sur le même type et tu en avais un autre totalement démarqué à l'opposé. Et donc Watanabe, pareil, il a mis des corners, il a mis des 3 points dans les corners où il était mais totalement seul. C'était assez invraisemblable sur ce match-là. Il y a eu des rotations qui étaient absolument pas bien assurées. Je sais pas, c'est manque de communication, manque de pas dans le bon timing, pas de concentration. Enfin, on a vraiment été à l'euro sur beaucoup de trucs. Et offensivement, on a été trop statique aussi. Manque d'inspiration. C'est un petit peu ce qui nous est arrivé aussi contre Philadelphie dernièrement. Euh, on a mis quelques 3 points dans les corners aussi. Ayo Dosunmu a mis quelques bons lay-ups. J'ai bien aimé ses attaques du cercle. Et c'est vraiment un truc où il est vraiment efficace quand il part en drive comme ça. Il a mené la vie dure à Kyrie Irving qui avait
pas franchement l'air d'en avoir quelque chose à foutre dans ce match-là. D'ailleurs, il avait 0 points après 3 quarts-temps et je crois qu'il a mis 4 points au final à des pourcentages dégueux alors qu'il tourne à 30 points sur la saison. Mais lui aussi, il a embarqué dans les polémiques de son côté et on va pas revenir sur ça parce que ça en vaut pas la peine. Mais, euh, mais ouais, au final, c'était on a montré de bonnes choses offensivement par séquence, mais c'était beaucoup trop séparé par des périodes où on faisait n'importe quoi, on perdait des ballons connement. On profitait pas en fait des match-ups favorables. Genre, tu sais que Brooklyn, ils ont pas énormément de taille. Il y a que Nick Claxton à l'intérieur, que j'aime bien, un super joueur, mais il est tout seul. Il a pas vraiment de backup, etc. T'as pas des 7-footers ou quoi, t'as pas ça chez les Nets. Et on n'a pas vraiment été capable de servir Vucevic à l'intérieur, on n'a pas essayé d'aller au cercle. Et les rares fois où on y allait, on, on laissait un peu trop vite tomber le truc en fait. C'était genre, ah, je m'approche du cercle, mais dès qu'il y en a un qui bouge, hop, je ressors la balle. Et souvent, tu voyais ça, on essayait de driver, et t'as KD qui venait pour faire l'aide, et tout de suite, voilà, on n'insistait pas, on n'a pas essayé de provoquer des lancers, on n'a pas continuer inside, il n'y a pas eu de post-up pour Vucevic, il n'y a pas eu de pick and roll, etc. Pas plus que ça. Euh, et voilà, on a passé le match enfin, une grande partie du match à prendre des shoots extérieurs, à prendre des 3 points. On a eu une relative réussite, ce qui nous a permis de rester à peu près dans le match. Mais ça manquait de diversité, quoi. On n'a pas été en mesure d'attaquer le cercle. On sait que Zach LaVine a encore un peu de mal à vraiment driver comme il avait l'habitude de le faire avant. Il est peut-être pas encore totalement en confiance avec son genou et il est pas totalement. Enfin, tu vois qu'il n'est pas à 100%, quoi, et même sur les derniers matchs, c'était beaucoup de catch and shoot et attaque du cercle uniquement en transition, quoi. Sur jeu placé, tu le voyais rarement aller partir, provoquer des gars, et même s'il a eu pas mal de lancers, c'était sur le match contre Philadelphie. Mais là il a eu beaucoup de mal. Donc, et on a eu beaucoup de mal. Et on a subi plus qu'autre chose pendant 2 quarts-temps et demi. Et ça a été compliqué. Et pourtant, on n'était pas éclaté au score. On n'était pas à -20, -25 ou quoi. Je crois que le plus gros écart qu'on comprend à ce moment-là, c'est au début du troisième quart-temps. On est à -12 avec Kevin Durant qui continue de faire son show. Encore une fois, on peut faire ce qu'on veut face à lui. Il se promène quand même. Donc. Et en fait, on a retrouvé un peu de fluidité offensive dans le troisième quart-temps avec la défense qui nous a un peu remis dans ce match-là. On a obtenu quelques stops. Et ensuite, on a eu des transitions, des shoots ouverts. On a signé un run pour revenir sur la fin du troisième quart-temps où donc on était passé de -12, on est revenu à -3 avec un 3 points dans le corner d'Ayo Sunmu en transition et un super fadeaway de DeRozan sur le buzzer du troisième quart-temps. Donc à ce moment-là, on n'est plus qu'à 3 points un peu par miracle et tu te dis comment on va s'en sortir parce que même si Brooklyn c'est très limité, Kyrie Irving fait n'importe quoi, même si c'est très limité, on leur donne trop d'opportunités d'aller gagner ce match parce que voilà, encore une fois, dès que KD a la balle, on se focalise sur lui et il a juste à la passer et les mecs sont ouverts près du cercle. Donc, et puis finalement, il y a ce qui est peut-être le tournant du match, en fait, c'est Royce O'Neal qui a. Donc Vucevic revient sur le parquet et sur une possession, et les deux sont à la lutte pour la position sous le cercle. Et Royce O'Neal prend le bras de Vucevic, le fout au sol. Donc Vucevic se relève, s'énerve un peu. Il faut les séparer. Derrière, Royce O'Neal met un 3 points et il montre le banc des Bulls, il les chambre un peu. Et à ce moment-là, Brooklyn mène de 4 points, 88-84. Et derrière, il n'y a plus que les Bulls pratiquement. On va signer un 24-11 run sur la suite de ce match-là après Royce O'Neal qui nargue le banc. Avec un Zach LaVine énorme qui a dit: vous savez quoi, maintenant j'en ai marre, je vais plier ce match. Et il a multiplié les shoots, mais insensés, des 3 points dans tous les sens, des catch and shoot à 8,50 m du cercle, des trucs de folie. Il a fait l'écart pratiquement à lui tout seul. Avec aussi Ayo, il faut noter Ayo qui a été très 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 bon dans ses prises de décision sur ce quatrième quart-temps. Des très bonnes passes en drive and kick, une bonne défense aussi. Des contests, il s'est jeté au sol pour sauver des balles perdues. Caruso aussi, à un moment, il se jette au sol pour sauver une balle qui allait dans les mains adverses. Et voilà, c'est ces hustle plays sur la fin qui ont permis de faire la différence. On s'impose de 9 points à Brooklyn, 108-99, avec Zach LaVine qui met 20 points dans le dernier quart-temps. Il a mis plus de points
que les Nets dans le quatrième quart-temps, parce que les Nets en ont inscrit 19. Donc on a fait des bons efforts défensifs, on a récupéré voilà, des stops avec des hustle plays, etc. Pour au final s'imposer. Mais sur l'ensemble du match, ouais, c'est vrai que la prestation n'était pas non plus. Il n'y a pas de quoi se relever la nuit, quoi. C'est par séquence, mais il y a eu beaucoup plus de périodes vraiment délicates où voilà, on était paumé défensivement et voilà, on a vraiment eu du mal. Après, voilà, c'est face à KD qui rentre aussi des shoots improbables, c'était forcément plus compliqué. Euh, et, et du coup, quand tu affrontes les Hornets le lendemain, où il manque Lamelo Ball, où il manque Terry Rozier, où il manque Cody Martin, tout de suite c'est plus simple pour mettre en place des plans défensifs un peu plus précis, quoi. Déjà, tu fais pas de prise à 3 sur aucun joueur des Hornets, hein, ça c'est clair. Voilà, on a eu beaucoup plus de fluidité dans nos actions défensives, où on a été capable de faire de meilleurs close-outs, dans de meilleurs timings. On a beaucoup contesté près du cercle. Voilà, l'entame de match a été très bonne et les deux matchs, en fait, Nets et Hornets, on a été dans des entames de match où on n'est pas largué, on est là, on a quelques hustle plays, on, on- on est bien, on arrive à trouver quelques points, même si c'est pas toujours ultra fluide, c'est pas toujours comme on aimerait, on n'est pas encore voilà, capable de créer un jeu offensif extrêmement léché voilà, où la circulation de balles est fluide, on trouve les tirs ouverts partout et on les rentre. Mais on est là, on met un petit peu d'impact, un peu d'intensité. Donc nos débuts de match sur ces deux matchs dans le back-to-back étaient vraiment intéressants à ce niveau-là. Euh, et, et là, sur ce match contre Charlotte, ce qui a surtout fait plaisir, c'est Patrick Williams qui, d'entrée de match, voilà, des cuts, des attaques du cercle, lay-up, dunk, rebond, présence défensive pour s'imposer physiquement. Il a fait plaisir sur les deux matchs, Patrick Williams. Voilà, c'est ça. C'est ça que tu dois faire tout le temps. Tout le temps. La plupart du temps. Voilà, c'est là les deux meilleurs matchs de Patrick Williams cette saison sans la moindre hésitation. Il y avait déjà du mieux sans non plus casser la baraque sur les matchs précédents, mais là la montée en puissance elle se confirme et ça fait vraiment vraiment plaisir parce que on sait qu'il est capable de le faire et c'est frustrant quand il le fait pas. Donc là il l'a fait et ça s'est poursuivi sur tout le match heureusement parce que c'est le seul titulaire qui était capable de shooter avec adresse donc voilà. Euh, mais ouais, c'est un match en fait, ce match contre Charlotte, où on a eu des périodes où ça allait bien, d'autres périodes où on redescendait, genre rien que dans le premier quart-temps, on a très bien débuté, et puis derrière on a eu un creux défensif où voilà, Charlotte a eu des secondes chances, des rebonds offensifs, et c'est là que tu te dis que Drummond nous a bien manqué quand même. Et, euh, et puis après, bah, tu repars avec une énorme réussite à 3 points. Dans le deuxième quart-temps, on les a bombardés, mais dans tous les sens. Javonte Green qui rentre, il met deux paniers à 3 points de suite dans la fin du premier quart-temps, et ça relance l'équipe. Dans le troisième quart-temps, c'est Dragic, phénoménal, phénoménal Dragic sur ce match-là encore, qui continue de prouver qu'il est loin d'être cramé, qui fait des super plays qui rentre des 3 points, qui coupe des lignes de passe et qui exécute des super pick and roll. Vucevic revient, il claque deux paniers à 3 points aussi. On était à 9 sur 16 à 3 points à la pause. Euh, et tu te dis, normalement, avec une adresse pareille de loin, tu les pulvérises. Pas vraiment, parce que notre défense, quand même, dans le même temps qu'on mettait ces 3 points-là, on a concédé des paniers faciles, encore une fois, des secondes chances, des paniers près du cercle, où on fait pas, on fait pas de close-out, quoi. Franchement, Kelly Oubre et les autres, ils ont attaqué notre cercle. On n'a pas opposé de résistance presque. On les laissait presque passer. Vas-y, vas-y, c'est la fête, amuse-toi. Euh, et c'est vraiment con parce qu'on avait cette super adresse à 3 points, mais t'en profites pas tellement parce que tu crées pas un écart monstrueux à ce moment-là. Parce que derrière, tu as tellement de boulevards défensifs que tu laisses avec des approximations, des erreurs, du mauvais placement et t'es battu sur des pick and roll tout simples que bah voilà, tu laisses Charlotte dans le match alors que normalement tu devrais les avoir déjà mis très très loin dans le rétro quoi. Donc euh, on est à plus 11 à la pause ou plus 9 plus 9 61-52 donc ouais plus 9. Malgré tout, il y a du positif parce que ton banc a été extrêmement productif alors que Zach Lavine, Demar DeRozan et Ayo Dosunmu passent totalement au travers en termes d'adresse.
Les trois cumulent 3 sur 18 à la mi-temps. Même si derrière, DeRozan ne va pas insister plus que ça, il va se concentrer sur le playmaking avec des drives, des kicks pour donner des bonnes passes. Lavine va un peu plus insister quand même. Ayo, il va se réveiller un peu sur la fin de match. Mais bref, à la mi-temps, tu as quand même trois titulaires qui affichent une adresse assez dégueulasse. Vucevic n'est pas forcément très brillant non plus. Mais voilà, tu as Patrick Williams qui est à 5 sur 5 à ce moment-là. Jérôme Green est à 5 sur 5, dont 3 sur 3 à 3 points. Dragic est à 3 sur 4 au shoot. Derrick Jones Jr., même s'il n'a pas une énorme adresse, il fait les hustle plays, il est là au rebond. Et c'est ce qui va faire la différence dans le troisième quart-temps, en fait. Parce que, donc, d'un côté, tu te dis, ok, c'est bien que le banc compense quand nos titulaires n'ont pas l'adresse pour nous porter. Mais d'entrer dans le troisième quart-temps, Kelly Oubre met 3 paniers à 3 points en 3 minutes, dont 2 où il est totalement seul. En plus, sur des transitions, il est totalement seul dans le corner et il en met 2 de suite. Ils reviennent à une possession et là tu te dis bon ça va commencer à être compliqué, mais en fait non, parce que c'est à ce moment-là qu'on va vraiment prendre l'ascendant en fait, quand les remplaçants vont revenir sur le parquet, parce que ouais, Zach LaVine il continue d'envoyer des briques, des Rosanne aussi, Ayo il enchaîne les mauvais choix, des pertes de balles tout seul où il marche sur la ligne, où il fait des passes totalement téléphoniques qui sont facilement interceptées. Ouais, donc voilà, Ayo c'était pas son jour sur ce match-là, mais enfin, Demar non plus, Lavine non plus. Lavine, voilà, c'était son premier back-to-back de la saison, tu peux le comprendre. Et d'ailleurs, je sais pas si ceux qui ont vu son interview d'après-match la veille à Brooklyn, les cernes il a des valises comme ça, le pauvre Zach. Je pense que ouais, tu peux lui pardonner d'être un peu fatigué en back-to-back et de manquer un peu de peps dans les jambes parce que tu as vu des shoots où il était trop court parce qu'il n'arrivait pas à décoller, quoi. Et voilà les cernes qui se tapaient. Donc je pense que, tu vois, il est devenu papa au mois d'août. Je pense que le tif est passé nuit quoi, quand Zach est à la maison. Donc ouais, Zach il passe des nuits très très courtes, je pense, en ce moment. Donc ouais, ça s'est vu qu'il était fatigué quand même. Donc tu peux un petit peu l'excuser. Mais bref, euh, le banc revient au milieu du troisième quart-temps. Et là, d'un coup, pouah, la magie s'opère et on repart. Jérôme Green avec des interceptions, des dunks de barbares en transition. Euh, Dragic et Derrick Jones Jr. qui ont enchaîné des pick and roll où tu profites de la capacité de Derrick Jones Jr. à courir vers le cercle, à rattraper les balles en l'air et à provoquer des fautes. Il a provoqué plusieurs fautes comme ça. Il a mis un 3 points dans le corner. Il était là sur toutes les batailles au rebond. De l'autre côté, lui et Dragic ont fait des prises à deux hautes pour provoquer des pertes de balles. On l'a vu faire d'excellents screens aussi. Les deux, Dragic et Jones Jr. à ce moment-là, ils étaient injouables. Ils ont fait des actions. Toutes les actions, ils étaient là, ils étaient à fond. Ils ont fait des trucs vraiment pour faire basculer le match dans le bon sens. Et c'était vraiment, vraiment top. Euh, Dragic, pareil. Il est en tête de raquette, il profite d'un écran, hop, dribble dans le dos, spin move, finition main gauche en layup, du grand art, du grand art. Là, les deux ils nous ont permis d'être beaucoup plus sereins. Derrière, tu mènes de 16 points pour débuter le quatrième quart-temps, où tu claques encore des 3 points pour prendre 20 points. Et là, tu te dis à 20 points, c'est bon, il n'y a plus qu'à gérer, tu es à domicile contre Charlotte, à qui il manque du monde. Et je dirais pas qu'on s'est fait peur, parce que c'est pas vraiment le cas, mais on a laissé Charlotte mettre quelques paniers un peu trop faciles près du cercle, avec Plumlee qui fait quelques seul plays, avec, j'ai paumé son nom, McDaniels, euh, qui lui aussi a signé quelques seul plays intéressants. Donc on les a laissés un peu faire quelques trucs pour revenir dans le match, pas suffisamment pour qu'on se mette à paniquer, etc. On avait quand même une avance intéressante, mais voilà, on aurait dû tuer le match à ce moment-là, et au lieu de ça, on les a laissés mettre quelques paniers, bon, là, ça reste un match qu'on a gagné avec une avance plutôt confortable. On gagne 106-88 à la fin, avec Ayo qui rentre enfin quelques shoots en fin de match, mais voilà, on aurait pu aussi se faire un petit peu moins peur, entre guillemets, à la fin. Et au final, voilà, tu gagnes ce match-là avec ton banc qui a été énormissime, à 4 joueurs, pas Ayo, non, Caruso, Jérôme Green, Dragic, Derrick Jones Jr., ces 4 joueurs sur ce match-là, ils ont cumulé 49 points, donc en sortie de banc,
à 17 sur 25 au shoot et 8 sur 11 à 3 points. Voilà, quand tu as ça, sans compter en plus l'impact défensif qu'ils ont eu, encore une fois, Green, Derrick Jones, Caruso et Dragic, les quatre défensivement, ils ont fait le taf. Donc voilà, ça permet de compenser des soirs comme ça où tu as Zach LaVine qui shoot à 4 sur 16, mais encore une fois, je peux l'excuser parce que c'est son premier match en back-to-back et tu voyais qu'il était éclaté. Vucevic qui est à 5 sur 16, Ayo qui est à 3 sur 10, Demar à 2 sur 11, mais ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas insisté. Demar, il a vu que ça rentrait pas, il a fait bon, je vais me concentrer sur autre chose, il a pris 8 rebonds, il a fait 5 passes décisives. Euh, il a essayé de faire autre chose. Il n'a pas pris 20-25 shoots comme c'est généralement dans ses habitudes, dans ses moyennes. Donc voilà, il s'est un petit peu adapté. Donc voilà, au final, on gagne ces deux matchs, pas avec des prestations extrêmement abouties, ou en tout cas trop par intermittence. Voilà, on n'a jamais développé un basket de qualité sur de grosses séquences. Mais voilà, l'effort est fait en back-to-back. Ça suffit pour gagner ces deux matchs-là. On sait qu'on reste en rodage, que la vie sans Lonzo Ball reste difficile offensivement pour vraiment mettre beaucoup de rythme dans les matchs. Mais voilà, à Brooklyn, on fait que 20 passes décisives sur le match, ce qui est très très peu. Euh, et là, contre Charlotte, on en fait 28, donc c'est déjà un peu plus solide. Alors c'est vrai que Charlotte, c'est pas la même défense non plus, hein, c'est pas des foudres à ce niveau-là. Donc ils nous ont quand même donné pas mal d'espace pour manœuvrer. Mais voilà, on continue d'être en rodage, ça fait 9 matchs. On a encore voilà, à bosser certaines choses et j'ai envie de te dire encore heureux. Si on était à notre maximum là maintenant, ce serait un peu triste quand même. Mais voilà, défensivement, offensivement, il y a eu de bonnes choses. Il y a eu d'autres trucs franchement flippants. Comme je disais, le match contre Brooklyn, défensivement, pendant 3 quarts temps, c'était catastrophique. Donc il y a des trucs à bosser, on le sait, et on va les bosser, hein. Il y a encore beaucoup de marge de manœuvre. Le truc, c'est que là, le calendrier, ouf, les 6 prochains matchs, c'est violent. On vient donc de se taper notre troisième back-to-back avec voyage entre les deux matchs. Donc déjà, on a joué 9 matchs, il y a 3 back-to-back déjà, hein. Donc c'est beaucoup. Euh, Vendredi, on va à Boston. Dimanche, lundi, 2 fois Toronto. Dimanche à Toronto, lundi à Chicago. Ou vice-versa, je ne sais plus. Ensuite, New Orleans, Denver et encore New Orleans. Donc là, là les 6 prochains, c'est encore bien solide. C'est des concurrents directs. Et je crois qu'on a encore Boston pas longtemps après ça, plus tard vers la mi-novembre. Donc c'est c'est- 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 c'est laborieux comme planning. On l'avait dit dès qu'il est sorti, c'est quoi ce planning de bâtard qu'ils nous ont mis? Énormément de back-to-back, avec voyage entre les deux matchs du back-to-back. C'est jamais 2 matchs de suite au United Center où tu finis le match, tu vas chez toi, tu dors et tu reviens le lendemain. Non, faut voyager, faut aller dans les avions, atterrir à 4h30 du matin à l'autre endroit, aller à l'hôtel, t'as le shooter on à 10h, tu dors que dalle, t'es comme ça. Donc, ouais, on le savait dès le début, mais voilà, c'est comme ça, c'est un calendrier extrêmement compliqué pour nous, donc voilà, au bout d'un moment, ça deviendra un petit peu plus simple. Mine de rien, on est en 5 victoires, 4 défaites, il y a des matchs qu'on aurait pu et dû gagner dans nos défaites, il y a des victoires où on aurait peut-être dû les perdre aussi, mais voilà, voilà. Il y a eu, euh, par exemple, plus tôt dans la saison, il y avait le match contre Cleveland, on s'est fait défoncer, on avait relevé des points positifs. Là, on a gagné ces 2 matchs. Il y a des points négatifs sur lesquels voilà, on s'est penché et sur lesquels il faut continuer de travailler. Mais bon, voilà, c'est, euh, c'est normal. Comme je l'ai dit, on ne peut pas être parfait. Donc, on va bosser ça. À voir maintenant comment Zach LaVine va jouer. Est-ce qu'il va continuer d'être ménagé? C'est un peu au jour le jour, hein. Billy Donovan l'avait dit de toute façon dès le début. C'est pas dit qu'il va forcément louper un match quand il y aura des back-to-back. Ce sera au jour le jour, comment il se sent. Mais là, je pense que Boston, ou au moins un des deux matchs contre Toronto, va falloir le faire souffler le pauvre. Parce que là, il a enchaîné un back-to-back. Il a joué 37 minutes à Brooklyn. Il en a joué 32 le lendemain et tu sens qu'il est fatigué. Je serais pas surpris qu'il joue pas à Boston, même si bon, ce serait quand même un match où ce serait cool qu'il soit là. C'est quand même une grosse affiche et à Boston en plus, donc
ce serait bien qu'il soit là. Même si on devrait récupérer Drummond et Kobe White, c'est pas officiel, mais il y a de bonnes chances que les deux, ou en tout cas au moins Kobe, soient là pour ce match-là aussi. Donc le plus de monde on va récupérer pour Boston, le mieux ce sera. Et puis après, si Zach doit souffler sur un des deux matchs contre Toronto, ma foi, de toute façon, on sait qu'il va encore louper quelques matchs par-ci par-là. Mais s'il en loupe un peu moins, genre s'il joue 3 matchs sur 4 au lieu d'en jouer 2 sur 4, voilà, ce sera quand même un signe de progression. Mais tant qu'il n'y a pas d'alerte au niveau de son genou, ça, ça devrait aller. Mais bon, tu vois quand même qu'il est loin d'être à 100%, qu'il n'a pas le peps, qu'il n'a pas qui- qui- le premier pas pour attaquer le cercle et le décollage pour les finir et encaisser le contact au cercle. C'est pas encore là. Donc c'est en progression. Mais bon, tant qu'il n'y a pas de rechute au niveau de son genou et qu'on arrive à gérer comme ça, écoute, ma foi, ça me va. Donc voilà, d'ici les prochains matchs, bah, continuez de bien vous porter. Et puis bah, on se retrouve très bientôt pour parler de la suite de nos aventures et de ce gros gros calendrier qui nous attend. Allez, à très très bientôt. Ciao, Bulls.